L'imbroglio autour de la présidentielle, les dissonances de la coalition au pouvoir et dans l'opposition, quelle analyse en faire? Sommes-nous dans une crise ou non des institutions? Quel impact pour l'économie sénégalaise? Pour parler de toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 4 février 2024 Dr Pape Mamadou Touré, expert maritime agréé, juriste, économiste et géopolitologue, et Amadou Sarr Diop, enseignant, chercheur, sociologue de l'éducation et du développement à l'université Cheikh Anta Diop. L'Air du Temps de 10h à 11h sur la 90.3 avec Alassane Samba Diop. Dimanche 4 février 2024, bienvenue à l'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui Amadou Sarr Diop, qui est enseignant-chercheur, sociologue de l'éducation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et M. Pape Touré. Pape Touré est un expert maritime agréé, inscrit au barreau de l'Ordre national des experts du Sénégal. Il est juriste, économiste et géopolitologue, avec un doctorat en régulation UCAD et 7 masters français. Il capitalise 33 ans d'expérience dans diverses activités: le pétrole, les mines, l'agroalimentaire, les ONG internationales, le consulting, l'enseignement universitaire, l'expertise maritime et judiciaire. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Un sujet qui retient l'attention des Sénégalais depuis hier. Le président Macky Sall a fait une déclaration aux citoyens sénégalais en disant qu'il abroge le décret qui devait organiser les élections de 2024 attendues le 25 février. La clameur est montée au Sénégal, la contestation se fait sentir, ça gronde un peu partout. Amadou Sarr Diop, en tant que sociologue de l'éducation et analyste politique, comment percevez-vous cette décision du chef de l'État? Merci Alassane. Vous me permettez d'abord de féliciter, de saluer vos auditeurs et de vous remercier de m'avoir invité. Comme vous l'avez constaté, je pense que c'est une position quasi unanime. La déclaration du président de la République a été vraiment un coup de tonnerre. Personne ne s'attendait à cette situation et tout le monde craint qu'une telle décision risque finalement de plonger le pays dans une situation assez compliquée. Je crois que dans un premier temps, c'est ce qu'on peut dire. Ça a été une décision malheureusement qui pose problème par rapport au contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il est évident que les événements qui vont se réaliser à travers des contestations politiques risquent finalement de nous plonger dans une troisième crise qui risque de secouer le pays. C'est mon sentiment. On est dans une situation où aujourd'hui l'opposition appelle à manifester à partir d'aujourd'hui du pont de Cimetière Al-Azhar pour aller en centre-ville. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Bon, je crois que c'est déjà le début d'un agenda. L'État a eu son agenda en repoussant les élections. L'opposition aussi s'est concertée. Je pense que ça va être le début d'une série de contestations dont les contours sont pour le moment imprévisibles. C'est aussi dans leur droit, parce que mon sentiment est qu'en toute logique, le président aurait pu quand même discuter avec les candidats, au lieu de choisir de manière unilatérale, avec la complicité du PDS, à reporter les élections. Je crois que l'opposition est dans son droit. Mamadou Touré dit Pape, certains estiment que c'est même pas un report, c'est une annulation de l'élection. Le président n'a pas donné une nouvelle date à laquelle les Sénégalais doivent aller choisir leur président. Comment on analyse? Très bien, merci M. Diop. D'abord, je vous remercie pour cette invitation et j'en profite également pour dire bonjour à tous vos téléspectateurs et auditeurs. Alors, nous sommes effectivement dans une situation inédite, c'est le cas de le dire. Nous avons une situation qui est grosse d'incertitude, mais je n'en arrive pas, disons, en fait, à considérer cela comme étant une crise institutionnelle ouverte. Une crise institutionnelle ouverte suppose, disons, un blocage de fonctionnement des institutions, une situation d'atteinte grave à l'ordre public, une situation où les acteurs ne peuvent plus se parler. On en est encore loin. Nous avons les prémices, disons, d'une difficulté politique. Ça, il est clair qu'il faudra
de l'expertise pour pouvoir ramener du calme, ramener, disons, les gens à des agendas concertés, parce que, en définitive, notre démocratie sénégalaise est sous les feux de la rampe, et le Sénégal n'a rien à gagner à se payer une crise institutionnelle. Alors, donc je crois que nous avons encore un certain nombre de jours, de semaines, pour que d'une part l'Assemblée puisse mener à bien ses travaux, de sorte à ce qu'on sache exactement quel sera le contenu final de la déclaration de l'Assemblée. Est-ce que le projet de loi sera retoqué ou est-ce qu'il sera amendé en son état initial? Mais toujours est-il que nous avons, disons, un espace de dialogue qui reste ouvert en dépit des difficultés politiques. Mais certains estiment qu'on n'est pas en crise institutionnelle, que les institutions marchent normalement, que le président a évoqué peut-être l'article 42 de la Constitution, que ce n'était pas la peine, parce qu'aujourd'hui, le processus aurait dû se poursuivre normalement. Effectivement, il n'y a pas de crise. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Ce qu'il faut dire, Alassane, je pense que pour comprendre la situation, il faut essayer d'analyser la pratique des acteurs politiques au Sénégal. Il y a ce que les sociologues appellent la totalisation démocratique. Un excès d'usage des leviers de la démocratie à des fins de politique politicienne, c'est ce qui a expliqué cette situation. Parce que si on regarde de près comment les choses se sont déroulées, en écoutant aussi ce qui était dans une certaine mesure proche du pouvoir, je prends l'exemple du ministre Mbaye Niang, on comprend en réalité que ce qui est arrivé a été conçu au départ. C'est le produit de larges concertations avec le Parti démocratique sénégalais, lié aussi à mon avis, c'est mon sentiment, qu'à un certain moment, peut-être les sondages ont montré au président de la République que son candidat risque de ne pas passer. Il a profité de l'aubaine du PDS pour, en réalité, créer cette situation. C'est mon sentiment. Il faut que les gens peut-être peuvent ne pas avoir cette même perception. C'est finalement l'usage, sous la base de manœuvres politiques, des leviers de notre démocratie qui crée les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Il n'y a pas de crise institutionnelle. Je crois que le soupçon de corruption de 3 milliards, ce n'est même pas pensable. Je crois que c'est des histoires. Personne ne peut croire à ça. Qu'on puisse donner 3 milliards à des individus, à ces membres du Conseil constitutionnel. Personne ne croit à ce discours. Donc, à votre avis, c'est l'histoire qui a été inventée pour arriver à cette situation? Oui, c'est inventé. C'est des manœuvres politiciennes. C'est ma forte conviction. Et le PDS a donné l'occasion au président de la République de reporter les élections parce que, à mon avis, il sait qu'avec la situation actuelle, il y a 1000 chances que son candidat ne passe pas, ou bien s'il passe au second tour, il risque d'être battu. Certains analystes même disent que le problème fondamental, c'est que le dialogue politique qui a été initié, qui a remis Karim Wade dans le circuit avec Khalifa Sall, qu'il était pris, le président aurait été surpris que Karim Wade soit exclu de la situation aujourd'hui de la compétition électorale. Et qui a fait qu'aujourd'hui, que ça a causé beaucoup de problèmes, que le camp du pouvoir voulait l'exclusion de Diomaye, voulait de Diomaye Faye, le candidat du PASTEF, ex-PASTEF, voulait aussi l'exclusion de Cheikh Tidiane Dièye, d'où les recours à Amadou Ba qui n'ont pas prospéré, qu'il y aurait une certaine défiance au sein du Conseil constitutionnel qui a faussé les calculs. Alors, bon, moi je me garderais bien, disons, d'analyse psychologique en l'état, parce que nous sommes des analystes, nous sommes tenus par les faits et la rigueur des faits. Pour ce qui est, et je me fixe une règle, c'est de dire que nos institutions sénégalaises, en fait, doivent être protégées de tout discrédit. Ça, c'est au-delà, en fait, des personnes, que les régimes passent et les institutions demeurent. Je suis un légaliste et je crois fortement à la démocratie de ce pays. Toute situation de nature à pouvoir affaiblir une institution par un discrédit qui serait jeté sur elle, disons, ne serait pas quelque chose de responsable. Mais par les cas de corruption de magistrats, c'est très grave. Oui, mais d'abord, Conseil constitutionnel. D'abord, en fait, je rappelle une chose, en l'occurrence, c'est que le Conseil supérieur de la magistrature devrait être, à minima, l'organe chargé de pouvoir étudier tout soupçon particulier à l'endroit d'un de ses membres. Ça, c'est la première chose. Il me paraît tout à fait fantaisiste, disons, de jeter à la clameur populaire une assertion
qui n'est étayé pour l'instant par aucune preuve présentée. Si le PDS avait un certain nombre en fait, de faisceaux d'indices à présenter à l'opinion, rien ne s'opposait à ce qu'il puisse saisir le Conseil supérieur de la magistrature en attirant son attention sur telle ou telle dérive. C'eût été l'attitude responsable et républicaine. Et de façon générale, le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil constitutionnel constitue aujourd'hui, disons, l'épine dorsale de tout le processus électoral. Alors, dès lors que vous mettez le verre dans la pomme, mais il n'est pas étonnant, effectivement, qu'on arrive à ces situations ubuesques où on considère, effectivement, que notre institution supérieure serait, disons, en fait, entachée d'un soupçon de prévarication ou de corruption. Alors, je signale au passage qu'il existe tout de même ce qu'on appelle la présomption d'innocence. On ne peut pas aujourd'hui faire fi de tous les principes généraux et puis, sur la base d'une simple allégation, en déduire, disons, en fait, à un certain nombre, en fait, de contestations. Et d'ailleurs, je suis assez surpris que le parti au pouvoir puisse donner crédit, disons, en fait, à cette allégation du PDS, parce qu'il est chargé quand même de veiller à la stabilité des institutions, et le fait que l'Assemblée nationale ait accepté, disons, l'ouverture d'une commission d'enquête, sans s'entourer d'un minimum de précautions, est de nature, disons, à créer une certaine suspicion. Alors, mais est-ce que c'est pas pour cela que M. Sarr dise qu'il y a des manœuvres entre les deux partis politiques, entre le PDS et l'APR, pour remettre Karim Wade en jeu, repousser les élections? Mais nul n'en aura jamais la certitude. Nous n'allons pas, disons, en fait, avoir une conversation, disons, de grande place. Hein, c'est ce qui se dit un peu partout. Mais nous sommes des analystes politiques. Et il est clair que le jeu politique ne se passe jamais sans arrière-pensée. Ça, c'est une évidence. Mais de là, en fait, à pouvoir établir de façon absolue certaine un certain nombre, en fait, de préjugés n'est pas de nature à nous donner une analyse lucide et froide de la situation. Ce qu'il en est aujourd'hui, c'est que nous devons revenir à l'orthodoxie des processus, à savoir qu'en cas de soupçon particulier sur tel dysfonctionnement, nous avons des organismes de régulation. J'ai parlé tantôt du Conseil supérieur de la magistrature qui aurait pu, disons, être saisi en toute discrétion pour pouvoir étudier non seulement la recevabilité de l'accusation ou alors tout simplement demander à ce qu'il y ait, disons en fait, une discussion avec les membres du Conseil constitutionnel par le biais, disons en fait, du président de la République. Mais nous ne pouvons pas comme ça de but en blanc sur la base d'une simple allégation en arriver, disons, à une situation aussi grave que l'ouverture, disons, d'une commission d'enquête à l'encontre, en fait, disons, du Conseil constitutionnel. Je crois que de ce point de vue, il y a eu un dysfonctionnement qu'il faut reconnaître, mais de là, en fait, on en arrivé à une crise politique. Je pense quand même qu'il y a une réserve à établir. Est-ce que ce dysfonctionnement peut conduire, en tout cas, à annuler une élection? Mais, écoutez, on en prend le chemin, d'après ce que je vois. Si le corps électoral, le décret, disons, convoquant le corps électoral est suspendu, disons, est révoqué, cela veut dire que de facto, nous repoussons le délai d'organisation des élections. Or, la Constitution est très claire, il faut organiser les élections au plus à 45 jours ou 35 jours avant la fin du mandat du président de la République. Bon, il y a de fortes chances que nous ne puissions tenir ce délai. À partir de ce moment, nous nous retrouvons dans une difficulté particulière, c'est qu'on a un risque de vacance de pouvoir. Et là, effectivement, nous rentrons dans de l'incertitude. Mais j'en appelle vraiment aux acteurs, à la responsabilité des acteurs pour que le Sénégal puisse continuer à avoir une démocratie forte, apaisée, parce que nous ne gagnons rien, disons, d'une situation de crise institutionnelle. Oui, depuis 1963, il semble que c'est la première fois que le Sénégal vit cette situation de crise. Certains considèrent que c'est une crise, d'autres considèrent que c'est une crise artificielle. En tout cas, repousser les élections, c'est une première.
Oui, c'est une première, Alassane. Je crois que les historiens le disent. Mais moi, je ne suis pas d'accord sur l'idée de crise. Je crois que quand j'arrive à la conclusion selon laquelle il y a des manœuvres politiques, je me fonde sur des critères objectifs. L'analyse politique doit nécessairement se baser sur des faits. Le contexte est déjà un élément de questionnement. La finalité de tout ce processus qui est de repousser les élections. Les deux acteurs impliqués dans ce processus, le PDS et le parti au pouvoir, me donnent raison à dire finalement qu'il y a indiscutablement des discussions au préalable avant que la commission-là ne soit établie. Et qu'en dernière instance, la finalité, c'est de faire participer Karim Wade, mais ce vœu du président de la République ne peut pas justifier le report des élections. À partir de ce moment, je me suis dit qu'il y a quelque part une concertation. Et c'est ma conviction, et beaucoup de Sénégalais peut-être peuvent avoir cette vision, que quelque part, le président n'est pas sûr de remporter les élections. C'est mon sentiment, parce qu'on sait que dans le champ politique sénégalais, les gens ont des attitudes qui renvoient en dernière instance à des intérêts plutôt personnels. Je vois que Karim Wade, s'il voulait être président, il aurait pu créer toutes les conditions pour être président. 7 ans en exil, à 2 mois, quelques jours des élections, on veut montrer qu'on n'est pas français. Mais bien sûr, ça peut être un argument pour le PDS de dire que Karim aurait pu participer. Mais la question fondamentale que je me pose et que tous les Sénégalais devaient poser, est-ce que le Conseil constitutionnel a dit le droit ou non? Voilà la question centrale. Si le Conseil constitutionnel a dit le droit, quelle que soit la personne concernée, il n'y a rien à dire. Et tout le monde dit, en tout cas, il y a 2 thèses. J'ai écouté le docteur Babacar Gueye, qui est un constitutionnaliste, qui dit que le Conseil constitutionnel pouvait avoir une autre attitude par rapport à cette situation. Mais le Conseil constitutionnel a dit le droit quelque part, et à partir de ce moment, donc, il n'y a rien à dire. Si Karim ne participe pas, ce n'est pas la faute au Conseil constitutionnel. Maintenant, le fait de brandir l'argument de la corruption pour emballer l'Assemblée jusqu'à pousser les élections, moi je dis que la rapidité et la manière dont le problème a été posé et réglé avec des acteurs impliqués me donne le sentiment quelque part c'est des manœuvres politiques. Il n'y a pas de crise en Alassane. Il n'y a pas de crise en réalité. On a vécu des situations plus difficiles, les gens sont organisés des élections. Il y a quelqu'un qui a donné un exemple. En République démocratique du Congo, il y a des rébellions, il y a des guerres, mais les gens sont organisés les élections. Je pense qu'il y a d'autres motivations autres que l'argument de la crise qu'on nous sert. Et malheureusement, les gens ne comprennent pas que ceci peut conduire à une crise plus profonde que celle qui est prétendue être et qui n'est pas en réalité une crise. Justement, quelles sont les conséquences de cette situation aujourd'hui sur la stabilité du pays? Bon, la première conséquence, ce serait que les élections ne soient pas organisées et que le mandat du président de la République soit de facto prorogé sans qu'on ait une base légale, disons, à cette situation. Et à ce moment, quelle sera la situation s'il n'y a pas de base légale? À ce moment, il y a 2 possibilités. Soit l'Assemblée nationale, dans le cadre d'une révision constitutionnelle, proroge les délais, en fait, et c'est le cas, en fait, quand vous faites une révision constitutionnelle par le biais d'une loi constitutionnelle. À ce moment, vous avez 3/5 en fait de l'Assemblée qui vote une nouvelle loi et qui proroge en fait cette situation. Ça, c'est possible que l'Assemblée nationale puisse voter en ce sens. Mais ce qui a lieu d'établir, c'est que d'une part, en fait, le président de la République n'a rien à gagner en fait à cette situation, dès lors que lui-même en fait établit sa volonté de ne pas se représenter à un nouveau scrutin. Alors que ce scrutin que cette élection soit prorogée de quelques mois, disons, ne change rien à sa déclaration d'intention. Maintenant, j'entends bien ce que vous dites, à savoir que bon, il y a effectivement un risque d'élections serrées entre les candidats, mais l'essence de la démocratie, c'est précisément cette incertitude. Si nous avions l'assurance que toute situation était à l'avance réglée, il n'y aurait plus lieu en fait d'être en démocratie. Et il faut s'en féliciter d'ailleurs que le jeu électoral soit serré. Cela veut dire en fait qu'il y a
une majorité qui est à l'œuvre, nous avons une opposition également qui se mobilise, et c'est tant mieux que la démocratie, disons, soit ainsi faite. Donc, il n'y a pas, disons, de péril en la demeure. Bien entendu, les acteurs respectifs ont la volonté, pour chacun qui le concerne, d'avoir le meilleur suffrage universel. Ça, c'est tout à fait normal. Mais cela ne doit pas nous conduire à une situation de blocage d'institutions. Je parlerai plutôt de blocage. Voilà, le blocage dans le sens où vous avez une opposition qui semble se faire jour entre l'Assemblée nationale qui donne crédit, disons, à cette déclaration du PDS, qui je considère qu'elle ne respecte pas les formes qui auraient dû prévaloir pour une telle enquête. Et c'est de ce point de vue que l'Assemblée nationale, disons, aurait dû faire machine arrière. Il n'est pas trop tard pour le faire, de sorte à ce que nous n'ayons pas quand même, en fait, à une crispation. Parce que je peux concevoir que le Conseil constitutionnel n'accepte pas qu'on le jette en discrédit. Et il faut même anticiper qu'est-ce qui se passerait si demain le Conseil constitutionnel, disons, démissionnait collectivement. C'est une question qu'il faut se poser en tant qu'analyse politique. Pouvons-nous nous permettre d'avoir aujourd'hui une crise au plus haut sommet, en fait, des institutions? Non. Et je crois qu'il ne faut pas sortir du cadre habituel, si vous voulez, de lutte politique, mais dans un cadre quand même qui est régulé. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et de façon claire, en fait, il n'y a pas lieu, disons, de donner plus de passion, en fait, à la question. Les partis se réuniront, hein, je pense. Le chef de l'État a appelé, en fait, à un dialogue entre les partis. Bon, commençons déjà par voir quelle sera la suite que réservera l'Assemblée nationale à la proposition du bureau, hein, pour savoir si oui ou non, en fait, cette commission d'enquête ira jusqu'au bout et selon quelle modalité elle devra faire ce travail. Mais dans tous les cas, j'estime en fait que nous n'avons rien à gagner à jeter le discrédit sur le Conseil constitutionnel. Mais la réaction des populations sénégalaises assez largement désapprouve la décision du chef de l'État. Quand on entend les gens sur les radios parler, réagir un peu partout, ils ne sont pas d'accord avec la décision du chef de l'État. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de réactions, même dans les réseaux sociaux. Quelles sont les conséquences de cette décision par rapport à la population? Mais Alassane, les conséquences commencent déjà à se faire sentir. Le fait que l'opposition décide en bloc de ne pas répondre à un deuxième dialogue, c'est déjà un point de non-retour. Autre chose aussi est que, dans une certaine mesure, l'opposition, l'État a donné l'occasion à l'opposition de s'affirmer davantage et c'est une situation qui l'arrange et en tant que politique aussi, ils vont pas hésiter aussi à se mettre dans une logique d'opposition farouche envers le pouvoir et à éviter toute situation de compromis. Je crois qu'il n'y a pas possibilité d'arrondir les angles. Je dis que le président de la République aurait pu, c'est mon sentiment, essayer au moins de parler avec ces gens-là avant de prendre la décision. Ça peut être peut-être un point de départ pour éventuellement trouver des espaces de compromis. Mais dès l'instant que le président de la République a agi en collaboration avec le PDS, sans convoquer les candidats, mais cela crée une frustration et le peuple, comme on le constate, les gens ne voient que les arguments avancés ne sont pas des arguments tenables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arguments factuels qui peuvent convaincre les populations d'un report des élections. Alors, sans reporter des élections, ce n'est pas quelque chose qui doit être décidé de manière aussi fallacieuse, aussi simple, aussi à la limite même qui relève de la politique politicienne. Je crois que la situation des Sénégalais ne mérite pas ça. Les gens ne sont pas contents, Alassane. Moi, j'ai toujours fustigé, dans une certaine mesure, certaines postures de l'opposition qui consistent à s'inscrire dans une dynamique oppositionnelle assez radicale envers le pouvoir, jusqu'à créer des situations de crise avec des morts. J'ai toujours condamné cette posture. Mais de la même manière aussi, je pense que depuis que le président Macky Sall est au pouvoir, sa manière parfois de décider pose problème. Et pour une énième fois,
il a commis une erreur politique. Et il va payer ça, je vous le dis. Il y a eu des réactions sous-régionales et internationales. La CEDEAO a réagi en disant qu'elle prend note, mais qu'elle demande que la date des prochaines élections soit très rapidement fixée. Idem pour le département d'État et l'ambassade des États-Unis aussi, qui intervient souvent sur ces questions électorales bien précises. Oui, effectivement, la CEDEAO a dit s'en remettre à la sagesse des acteurs politiques pour trouver une solution. Ça, c'est le texte, disons... le communiqué de la CEDEAO. Voilà. Ils prennent acte de la décision de report en raison d'un blocage particulier, mais qui s'en remettent, disons, à la sagesse de la démocratie sénégalaise pour continuer, disons, à être un exemple. Le département d'État a effectivement dit qu'il constate cette situation, mais qu'ils sont satisfaits de la réaffirmation par le président de la République de sa volonté de ne pas briguer un nouveau suffrage. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une situation de crise déclarée. Nous avons effectivement des inquiétudes, et c'est normal. Tous les acteurs politiques se raidissent, mais il arrivera un moment où il faudra bien discuter. On ne pourra pas régler cette question par une radicalisation de tous les camps. Alors, cette situation, disons, elle était déjà perceptible de par les contestations liées au processus électoral, les questions sur le fichier, la fiabilité des fichiers. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre en fait, d'éléments en filigrane qui faisaient présumer la possibilité, disons, de contestation. Et je constate au demeurant que le PDS n'avait pas trouvé mot à redire tant que son candidat était, disons, sélectionné. Ce n'est que quand la situation lui a été défavorable que subitement il a découvert une situation tout à fait inacceptable. Alors je pense que quand même pour un parti, disons, de l'ancienneté du PDS, de par la contribution qu'il a eu à faire sur les grandes avancées démocratiques de ce pays, je suis quand même navré que précisément on me jette en pâture en fait le Conseil constitutionnel. Alors le côté ironique de l'histoire, c'est que le juge Cheikh Tidiane Koulibaly, qui a été, disons, nommément mentionné, a été quand même un juge qui, dans l'histoire, a rendu des décisions très courageuses à des moments très difficiles. Quand, dans l'affaire Babacar Seye. Voilà, dans l'affaire Babacar Seye. Dans une autre affaire où Wade a été pris pour tout dans la République. Pas, moi je dis que j'ai... Et qui a été aussi directeur de cabinet d'Abdoulaye Wade. Voilà, donc c'est dire qu'il y a quand même un côté assez ironique à cette histoire. Je dirais, si le côté dramatique de la situation ne l'était pas, j'aurais effectivement fait ce clin d'œil. Mais je considère que le PDS aujourd'hui est sur une pratique politicienne, disons. Voilà, ils essaient de tirer profit d'une situation. Et comme le dit mon co-débatteur, c'est que, Monsieur Sarr, nous avions toute la possibilité en fait, d'avoir une situation en règle. Parce que quelqu'un qui a été à l'étranger pendant 7 ans avait quand même la possibilité d'avoir un dossier ordonné. Hein, et je ne peux pas concevoir qu'à son échelle, il n'ait pas su ou voulu le faire. Donc, à partir de ce moment, nous ne pouvons pas reprocher au Conseil constitutionnel d'avoir simplement pris acte d'une situation. Parce que s'est-il passé? Il y a eu un décret qui établissait la date, disons, d'abandon de la nationalité française par Karim Wade. Et à partir d'une réclamation faite par un des candidats, le Conseil constitutionnel n'a fait que prendre acte de cette situation. Alors, dites-moi dans cette affaire, où se trouve, disons, la situation d'anomalie? Reste juste factuel. Si nous restons sur des éléments factuels, je ne vois en rien une situation particulière voilà, qui ait été voulue délibérément par le Conseil constitutionnel. Il y a aussi le cas de Rose Wardini, candidate, qui a été validée par le Conseil constitutionnel, qu'après, les gens ont découvert qu'elle avait la nationalité française et qu'elle était en garde à vue. C'est l'un des arguments aussi qui ont été avancés par le président. Oui. Bon, Alassane, peut-être aujourd'hui, on peut me taxer d'être quelqu'un qui
analyse au-delà du Ah oui, il faut des aller réalités au-delà. factuelles. Mais bien sûr. Mais moi, je Il faut aller soupçonne, en profondeur, oui. même je soupçonne même que Wardini soit dans le coup. Ah oui. Oui, oui. Ah, Ah oui, c'est mon sentiment. Alassane, cette histoire-là, c'est cousu de il fil n'a pas blanc. encore révélé tous Oui, ses secrets. Wardini même peut être dans le coup. Non, mais Ah oui. Non, c'est mon sentiment. Je dis que non, elle peut même dans le coup. non, je ne peux pas laisser Ah ouais, dire, c'est je ne mon peux pas point de laisser vue. dire cela quand même en fait. Non, moi je dis qu'aujourd'hui je ne suis pas. En tout cas, mon analyse peut-être peut gêner. J'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais en analysant en profondeur tout ce qui s'est passé, le résultat final, j'ai dit que c'est un complot qui a été ourdi sur le dos du peuple. C'est mon sentiment. Bon, moi je n'irai pas du tout en fait dans ce genre d'assertion parce que d'une part ça suppose tout un mécanisme de complot et dès lors qu'on est dans des thèses de complot, vous savez ce qu'il en est. Hein, on n'a jamais les moyens de pouvoir établir la réalité des faits. Moi je suis un analyste politique, je m'en tiens aux faits. Ceci dit, nous constatons qu'il y a très peu de femmes politiques dans la sphère, disons, dans l'arène politique. Et je me félicite que Mme Rose Wardini fasse partie des femmes qui s'engagent politiquement. Et je suis quand même extrêmement peiné de voir cette dame dont la réputation n'est pas établie en termes d'engagement social. Nous savons tous ce qu'elle fait pour les populations. Alors la voir en fait dans cette situation de détention n'honore pas en fait nos pratiques judiciaires. Et d'ailleurs, il faudrait quand même qu'on s'interroge sur cette promptitude à mettre des hommes politiques en garde à vue dans des conditions humiliantes. Je pense que de ce point de vue, la démocratie sénégalaise doit faire des progrès. Nous devons aujourd'hui, en Europe, vous avez, disons, différents mécanismes. Vous avez la garde à vue qui n'est pas quand même prononcée à tout va. Hein, c'est quand même un élément, disons, d'atteinte à la dignité des personnes. Nous, on parle aujourd'hui de bracelet électronique, de port de bracelet électronique. Madame Wardini a toutes les garanties de représentation. C'est une honorable citoyenne. Quoi qu'on puisse lui opposer comme réclamation, cela ne mériterait pas vraiment qu'on lui inflige cette situation vraiment pénible. Et je profite de ces moments pour lui témoigner ma sympathie. Et je l'aurais fait à l'endroit de n'importe quelle femme ou homme politique dans cette situation. Parce que je crois qu'en Afrique, nous devons quand même respecter les hommes politiques. On est prompt en fait à les mettre en pâture, les jeter. Alors que c'est vrai qu'ils ne sont pas comme tout individu. Ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent avoir des positions qui soient critiquables, mais nous leur devons un minimum de respect et de protection statutaire. Alors, ne serait-ce que pour cela, nous devons en finir vraiment avec cette situation où, voilà, pour un oui ou pour un non, on vous met en garde à vue, voilà, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable, quelles qu'en soient les raisons. Mais au-delà de cette situation aujourd'hui, quelles sont les conséquences sur le plan aujourd'hui de fonctionnement de la société, de façon globale, par rapport à cette situation que nous vivons aujourd'hui? On est déjà dans une crise de citoyenneté dans ce pays. Sentiment de révolte à tout point de vue qui fait que l'État, dans une certaine mesure, est écorné. Même la légitimité du pouvoir aujourd'hui est de plus en plus remise en cause par ces erreurs des acteurs politiques. Quand on gouverne un pays, il faut faire preuve d'exemplarité. Le projet du président Macky Sall au départ était salué par tout le monde. Une république des valeurs fondée sur une dynamique de remettre en question toutes les pratiques, les malversations, les travers auxquels on a subi avec le régime de Wade. Mais quand il prenait le pouvoir, c'est la promesse qu'il avait finalement donnée au peuple sénégalais. Mais dans la pratique de tous les jours, les gens se rendent compte que finalement, la gouvernance de Macky Sall est teintée d'erreurs, de manœuvres, parfois même dans une certaine mesure, de pratiques qui ne relèvent pas vraiment du fonctionnement démocratique d'un pays. Les Sénégalais de plus en plus se rendent compte aujourd'hui que
les hommes politiques ne méritent pas le respect qu'il faut. Et de tout bord, tout le monde... Mais ce qu'on peut tolérer même à un opposant, on ne peut pas le faire pour un président de la République. Et la crise, je vous dis, Alassane, c'est là où tous ceux qui sont dans ce jeu-là auront des responsabilités devant le peuple sénégalais, parce qu'on ne sait pas ce que cela va donner. Si, par ailleurs, cette crise-là débouche sur des positionnements radicaux des uns et des autres, on peut encore se retrouver avec des casses et des morts pour des acteurs politiques qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Là aussi, c'est inadmissible. Je crois que le Sénégal, au-dessus de tout le monde, si on veut gouverner un pays, si on prétend être élu, on doit éviter d'être finalement, de commettre ce qu'on appelle délit de parjure. Wardini ne devait pas avoir deux nationalités et déposer sa candidature. Oui, je crois qu'à ce niveau... Non, on ne peut pas justifier ça. Non, mais je pense qu'on n'est pas en train de parler d'un crime quand même, en fait. Moi, c'est l'exemple que je donne sur des acteurs politiques. Parce qu'en réalité, la situation dans laquelle nous vivons, c'est une situation qui a été créée par des acteurs politiques. On ne peut pas ne pas parler de ces gens-là. Mais aujourd'hui, quelles sont les conséquences sur le plan économique par rapport au report de l'élection qui est annulé, les investisseurs qui attendaient peut-être pour mettre de l'argent dans le pays, on parle de gaz et de pétrole, et quelles peuvent être les conséquences économiques? Je ne pense pas en fait que cette situation ait un impact direct sur les projets pétroliers qui sont déjà à l'œuvre et qui sont indépendants, disons, de la situation politique actuelle. Les investissements ont déjà été faits depuis très longtemps. Il y a une autonomie des acteurs. Et je ne pense pas en fait que cette situation soit de nature à remettre en cause les contrats qui ont déjà été signés, les investissements. Et les autres investissements. Maintenant, il est certain que dans une situation électorale, de façon générale, qui n'est même en l'absence de troubles politiques, les investisseurs sont un peu attentifs, regardent un peu l'évolution des choses et s'assurent, disons, du prochain régime. Ça, c'est une situation que vous avez partout en Afrique. Alors, il est clair que si nous allons vers des troubles, ce sera difficile de demander aux investisseurs de faire des investissements massifs. Mais je crois quand même en fait que la logique économique dépasse en fait la logique politique. Mais est-ce que cette incertitude politique n'a pas de conséquences sur les incertitudes économiques? À la marge, oui. À la marge, il y a toujours, disons, un impact. Quand vous n'avez pas une lisibilité, disons, des processus à venir, vous avez tendance, effectivement, à ne pas investir ou tout au moins à faire des investissements à minima. Ça, c'est clair. Mais je constate une chose, c'est quand même, en fait, que nous avons la possibilité, en fait, pour une fois, de revisiter toutes nos pratiques politiques, électorales. Pendant la préparation du scrutin, il y a eu beaucoup de problèmes sur le fichier, sur les doublons, sur plein de choses. C'est la possibilité aujourd'hui qui est offerte par cette situation de pouvoir remettre à plat tout cela, permettre aux acteurs politiques, disons, de se retrouver, de discuter de ces questions. Et si par le biais de cette crise qu'on aurait pu s'éviter, on parvient à retomber sur notre fameux code consensuel, alors elle n'aura pas été inutile. Mais est-ce qu'il est possible de dialoguer d'ici le 25 février prochain? Il n'y aura pas de dialogue, le contexte ne s'y prête pas. Pourquoi? Parce que le président parle de dialogue inclusif, une élection inclusive. Vous avez entendu la déclaration des candidats, ils disent qu'ils ne dialogueront pas avec Macky Sall. Est-ce que ce n'est pas une première déclaration à chaud comme ça, qu'après les gens peuvent revenir à des sentiments? Les conditions du dialogue ne sont pas réunies. Pourquoi? Je dis que le président aurait pu, c'est mon sentiment, le président aurait pu en amont au moins discuter avec ces candidats-là. Mais le fait d'avoir pris la décision comme ça, je pense qu'il y a rien n'indique qu'il puisse y avoir un dialogue pour le moment. Et même s'il y aura des gens qui vont partir, il y a 1000 chances que l'écrasante majorité des candidats risquent de ne pas y aller. Et si l'intérêt du Sénégal est en jeu, on ne peut pas dialoguer pour éviter justement de connaître ce que la sous-région... Bien sûr que le Sénégal est au-dessus de tout le monde, s'il le faut. Mais je crois que la variable centrale qui aurait pu être peut-être celle-là qui peut polariser tout le monde, c'est une variable qui est discréditée, à savoir le président de la République. Les gens ne croient plus au dialogue avec le président de la République. En tout cas, c'est mon sentiment. En écoutant les uns et les autres, je me rends compte qu'il y a une crise de confiance. Et de ce point de vue, ça va être très, très, très compliqué pour faire le dialogue. Et le jour où les gens seront obligés d'être une table pour dialoguer ensemble, cela signifie qu'auparavant, la crise aurait atteint un niveau
un niveau extrême. Justement, est-ce qu'il faut pas justement faire très attention pour qu'on n'arrive pas Oui, à c'est ce ça. niveau où on, comme Idriss Seck l'a dit dans une déclaration, de constater les dégâts après de faire un dialogue. Dialoguer avant qu'on arrive à l'irréparable. Parce qu'il n'y a plus de levier pour créer le dialogue aussi, Alassane. Si on regarde tout ce qui s'est passé, les leviers qu'on utilisait dans ces situations de crise aiguë, c'était les marabouts, de plus en plus discrédités. Ils ont pris leur distance par rapport aux jeux politiques. La société civile, elle n'existe que de nom. C'est une société civile partisane. Certains sont avec le pouvoir, d'autres sont avec l'opposition. Peut-être il faut penser à trouver des personnalités indépendantes, distantes à tout camp politique, qui pourraient peut-être, dans une certaine mesure, trouver un espace de dialogue. Ça vaut mieux finalement que de s'affronter pour conduire le pays à des situations ingérables. Mais moi, je m'inquiète, Alassane. Je pense que tout peut arriver dans ce pays actuellement. Dans les 23 jours qui restent, il n'est pas possible d'avoir un dialogue très rapide, en mode fast-track comme ils l'ont l'habitude de le faire. Il y a déjà des dialogues, ne serait-ce qu'au sein de la majorité présidentielle. Il est évident, en fait, que ces gens-là vont se retrouver pour discuter de la situation. On a bien vu que les alliés, disons... il y a des alliés qui sont partis. Les alliés. Le PIT, l'ALDE, qui fait une dénoncent déclaration en disant qu'ils ne sont pas d'accord. Non, mais j'entends bien ce que vous dites. C'était avant le discours du chef de l'État. Effectivement, sur le principe, ils avaient tenu à affirmer le non-report, disons, des élections. Ok, et c'est leur droit, effectivement, de pouvoir avoir des positions de principe. Et il faut que dans ce pays, on ait des positions de principe. Une chose est d'avoir une position de principe. Maintenant, une chose est d'analyser un événement nouveau. L'événement, il est là, il faut s'adapter. Le président de la République n'a pas la possibilité de revenir sur sa déclaration. Il l'a déjà faite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra mettre en place en fait, des mécanismes de communication au sein déjà de la majorité. Et je suppose qu'il y a déjà un cadre de discussion, comme vous l'avez dit, entre le PDS et puis la paire. Maintenant, du point de vue en fait, de l'opposition, si vous voulez créer les conditions de dialogue, il faut déjà revenir à leurs préoccupations à la base. Ils disaient quoi? Ils voulaient une élection inclusive, ils voulaient qu'on reparle des questions du fichier électoral, ils voulaient qu'on revoie les mécanismes, disons, sur le parrainage. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui peuvent constituer un grain à moudre dans la discussion. Il ne faut pas que la discussion soit juste une discussion sur le processus lui-même. Le processus, il est déjà acté. Aujourd'hui, nous ne sommes plus déjà dans les délais, disons, des 25 jours qui nous allons être, si vous voulez, confrontés à cette réalité. Les élections, 22 jours. On aurait dû déjà ouvrir la campagne électorale à partir de minuit. Ça a été reporté. Ça a été reporté sine die, comme on dit en droit. On ne sait pas jusqu'à quand. Donc, à partir de cela, il y a une situation de fait qui est opposable à tous les acteurs. Et tous les acteurs doivent aujourd'hui, chacun en ce qui le concerne, étudier ses priorités en disant, mais quelles sont mes priorités aujourd'hui? Quels sont mes intérêts? Sur quoi je peux m'appuyer pour avoir un cadre de discussion? Et c'est cela, en fait, le génie politique, c'est de pouvoir, à travers une situation politique particulière, avoir des éléments de dépassement de la crise initiale. Aujourd'hui, le PDS veut qu'on réintègre son candidat, mais vous avez d'autres partis également qui voudraient bien revenir à la course. Voyez-vous? Donc vous avez un jeu objectif d'intérêt des partis qui va faire que la discussion va se faire. Si demain on vous dit, bon, écoutez, Pastef, on vous libère vos prisonniers, on vous remet votre candidat dans la course, je peux vous dire en fait que la situation changera. Si on vous dit, mais le fichier électoral, on verra en fait si on peut l'améliorer. Est-ce que les questions de parrainage, on peut effectivement travailler dessus? Qui concentre vraiment une volonté de décrispation générale, mais qui soit articulée à des problèmes initialement identifiés. À partir de ce moment, les conditions d'un dialogue général pourront se mettre en place. Et c'est ce que le président de la République attend. Bon, maintenant, je crois qu'il a tout intérêt à organiser sa succession de façon correcte. Il n'a aucun intérêt aujourd'hui à mettre en place une situation, disons, lourde d'incertitude, parce qu'après tout, en fait, il est déjà parti.
Donc, il faut maintenant, pour le futur, essayer d'organiser de la meilleure manière possible, en fait, la continuité institutionnelle. Et cette continuité institutionnelle, elle passe par la restauration du crédit du Conseil constitutionnel. Ça, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de cela. Cette institution doit être, disons, restaurée dans sa dignité, dans son honneur, de sorte à ce qu'on puisse avoir un juge électoral auquel tout le monde se réfère. Parce que s'il n'y a pas d'arbitre dans un match de foot, je peux vous dire que la partie sera plus ou moins décousue. Donc la première chose, c'est que l'Assemblée nationale, qui a encore la possibilité d'ajuster, disons, ce projet, puisse quand même, en fait, tenir compte de toutes ces perspectives et ne pas aller trop loin, si vous voulez, dans cette commission d'enquête. Hein. Ouais. D'ailleurs, en fait, soit dit en passant, vous avez le règlement en fait, de l'Assemblée nationale, l'article 48, qui dit que dès lors qu'il y a une information judiciaire qui est ouverte, de facto, la commission d'enquête, disons, elle cesse de fonctionner. Or, nous savons que l'un des magistrats, M. Chernier, a porté plainte. Oui, il a porté plainte. Mais est-ce qu'il y a une ouverture d'information judiciaire? Pour l'instant, il n'y a pas d'ouverture d'information judiciaire, mais tout dépend en fait. Hein. S'il fait une plainte à personne dénommée, l'ouverture en fait, elle est automatique. Donc je veux dire que n'entrons pas vraiment en fait dans ce processus parce que c'est la fameuse boîte à Pandore. Hein. On sait comment on commence ce genre de difficulté, on ne sait jamais comment ça se termine. Et dans la sous-région, le Sénégal qui décompte comme une vitrine de la démocratie, on a vu un communiqué des partis, des pays de la sous-région qui demandent aujourd'hui que la CEDEAO sanctionne le Sénégal comme il les a sanctionnés, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui considèrent ce qui se passe au Sénégal comme étant un coup d'État institutionnel. Non, c'est de bonne guerre quand même, c'est pas la même situation quand même. C'est que il n'y a pas de coup d'État au Sénégal, il y a une crise politique et peut-être cette crise n'a pas la même nature qu'un coup d'État qui consiste peut-être à prendre le pouvoir par la force et remettre en cause la légitimité d'un président. Et la vitrine de la démocratie sénégalaise. Oui, c'est à ce niveau peut-être où l'image du Sénégal est cornée à l'échelle sous-régionale. Le modèle sénégalais a été vendu un peu partout comme étant un modèle qui pouvait servir aux autres, mais de plus en plus, les gens se posent des questions. Peut-être Alassane. Est-ce que ce n'est pas les acteurs qui ont changé? Oui, c'est les acteurs. Le modèle est là. Aujourd'hui, les acteurs qui ont changé, la nature, la façon de faire la politique qui a complètement changé. Avant, il y avait des écoles de parti, il y avait des formations. Mais on a l'impression aujourd'hui que les gens sont là au gré de leurs intérêts. Ils sont devenus pragmatiques dans la gestion de leurs intérêts. Oui, parce que que le Sénégal ne les intéresse pas au fond. Oui, en réalité, si vous voyez même la nature des alliances au Sénégal, ça ne repose sur rien du tout. C'est que les amis d'aujourd'hui peuvent être des ennemis de demain et vice-versa. Quand on voit le PDS et l'APR collaborer dans ces conditions, on comprend quand même qu'ils ne gèrent que leurs intérêts. Et tant qu'on met en avant les intérêts partisans pour le fonctionnement de la démocratie, on ne pourra jamais fonder un modèle qui peut servir d'exemple. Est-ce que les ressources pétrolières et gazières n'ont pas un impact aujourd'hui sur la façon de faire la politique au Sénégal? Les envies, les enjeux. Il y a des enjeux. Écoutez, oui, très certainement. On retombe sur la fameuse théorie en fait, de la malédiction du pétrole, qui veut dire que... Qu'il y a des appétits, qu'on a 250 candidatures. Qu'il y a en fait... 99 candidatures, on a 20 candidats. Non, j'ose espérer que les hommes politiques, les femmes politiques sont mues par quand même un destin national. Voyez-vous, donnons quand même crédit encore à la politique, sinon il y a Mais on a quand même 20 candidatures. Mais est-ce que les Sénégalais connaissent ces candidats? Non, on les connaît. On les voit à la télé peut-être, mais est-ce qu'on les connaît? C'est quoi le parcours, l'itinéraire? Qu'il y en ait 1000 ne me gêne absolument pas. La démocratie, c'est la compétition politique par toute personne, disons, estimant avoir les capacités à pouvoir représenter un projet politique. Là n'est pas le problème. Où est le problème? Le problème, il est que nous avons un modèle institutionnel, en fait, qui favorise une concentration de pouvoir. C'est ce qu'on appelle le star system. Et vous l'avez aujourd'hui un peu partout dans le monde. On est plus attiré par des personnalités politiques que par les idées. Alors, on est en train de changer, disons, de séquence historique. Auparavant, vous n'avez pas Internet, vous n'avez pas aujourd'hui l'impact des médias. Donc, ça veut dire que le discours est relayé par des personnes charismatiques qui, usant de ce charisme, disons, en arrivent en fait à phagocyter le débat de fond.
tout le monde y est pour quelque chose. C'est d'abord c'est les personnalités qui voilà, passent d'abord avant les idées. Vous-même journaliste, vous êtes friand, disons, de ce genre de personnalité politique, hein, voilà, un peu... People, voilà, qui font du buzz, comme on dit. Quand vous avez Maître El Hadji Diouf, bon, tout le monde est... Voilà, on sait qu'avec lui, on ne va pas s'ennuyer. Mais, alors, d'accord, je peux concevoir effectivement que la politique soit la capacité à pouvoir, de façon emblématique, porter un message. Mais encore faut-il que ce message existe. Et aujourd'hui, au Sénégal, la première chose que nous devons faire, c'est revoir en fait notre cadre institutionnel avec une concentration excessive des pouvoirs au plus haut sommet de l'État, avec peu d'équilibre, si vous voulez, entre les pouvoirs. Donc cela fait que, bien entendu, quand vous êtes au sommet de la pyramide, vous avez une telle concentration de pouvoir que la moindre des décisions est de nature à pouvoir créer, si vous voulez, un impact choc, sur tout le monde. Voilà, impacter tout le monde. Donc aujourd'hui, nous pouvons vraiment en fait penser que nous avons une occasion à travers, disons, cette difficulté institutionnelle de revisiter l'ensemble des problèmes et pouvoir y trouver une solution. Oui, le temps que nous avons parti est terminé, malheureusement. Il est terminé le temps. C'est là où je suis d'accord avec vous. Oui. Le contexte dans lequel nous vivons, indiscutablement, va engendrer des changements. Profond, il faudrait. Merci infiniment à Pape Touré, qui est expert maritime agréé, inscrit au barreau de l'Ordre national des experts du Sénégal. Il est juriste économiste et géopolitique avec un doctorat en régulation UCAD, 7 masters en français. Il capitalise 33 ans d'expérience dans diverses activités, le pétrole, les mines, l'agroalimentaire, les ONG internationales, le consulting, l'enseignement universitaire, l'expertise maritime et judiciaire. Merci infiniment aussi à Amadou Sarr Diop, qui est enseignant-chercheur et sociologue de l'éducation et du développement, université Cheikh Anta Diop de Dakar. À la technique, Amadissi, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. Le meilleur de la radio, 90.3. koy daal di ajiwaat ak lum ci mën di doon feesal na ay dënn yëkkati tamit ay kaddu rawatina ku jég politique yi tey jëlee sax ñi ngi daal di joxe rendez-vous ca suufu pont bu Saint-Lazare war a watali centre ville bi ngir rek amal li nga xamante ni moo di ab dox bu ñetti waxtu ci ngoon jotee CEDEAO tamit daal di ngooy ci joojale wax ne nag moom yëg na ko bu baax a baax waaye tamit la mu jàpp mooy rek faw ñi nga xamante ni ñoo seq lëm politique yi ci Sénégal amal ay waxtaan ci seen biir ba gindeeku mën ci toftalu conseil wala bokk département d'état américain ñoom tamit jàpp nañu ne njiitum réew mi lu mu mën ci lu gaaw rek na ci daal di jublu ñi daal di xam harmonade bi ci wàllug jongante yàq na muy daal di tëddee xibaar yi bitim réew moom lañ koy daal di jeexali ak nag lu mu néew ne fukki doomu adama ak juróom daal nañuy far seen bakkan ay bombar dañ leen daal di bombardé ci Ukraine ci weteek ba Saloum gi loolee kon mooy xibaar bi tàggat yaram tamit buñ ko daal di jeexalee dabaatal ko ci dañuy daal di jàpp ne Coupe d'Afrique des Nations beeg wi ndem ki nga xamante ne moo di Côte d'Ivoire mi ngi gën di ximaliku moom ak Afrique du Sud démb dem nañu ca demi-finale yi seen émission Jury du dimanche Thierno Alassane Sall bu République des valeurs gan gi kon tey jile la ak ay Sata Ndiaye Fall jàngeen jëf ci Jury du dimanche ci kanam tuuti. Le président du parti La République des valeurs, Réum Ngor, est l'invité du Jury du dimanche. Face à Aïssata Ndiaye, Thierno Alassane Sall